Le pire de mes cauchemars dans ce monde a toujours été ma polychorie, provoquant des flashs, des lumières qui m'ont toujours ébloui, m'empêchant de voir la réalité telle qu'elle est, m'empêchant de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, m'empêchant de voir le visage de l'homme que j'aime. Si je veux voir le visage de l'homme que j'aime, Mélan, je sais qu'il est blond, comme moi, car je l'ai vu, il y a très longtemps. Lorsque je n'étais pas atteint de cette anomalie, qui m'a aveuglé presque pour toujours, mais pas complètement. J'avais vu son visage. Je sais qu'il est blond comme moi, de la même couleur. N'est-ce pas un coup magique du hasard? J'avais déjà vu son visage autrefois, mais maintenant je dois simplement me satisfaire de toucher ses joues, ses fossettes, le bord de ses cheveux, de mettre ma main dans ses cheveux. Je dois simplement passer ma main sur ses yeux, sur son visage, poser ma main sur son visage. Avec ma main, avec mes deux mains sur son visage, les descendre le long de ses joues, les descendre le long de ses fossettes, de ses joues, sur le bord de son visage, sur ses tempes, et aussi sur son arcade sourcilière, pour pouvoir sentir chaque trait, pour pouvoir sentir chaque trait de son visage. Il met ses mains à mes poignets, et guide mes mains sur son visage, m'empêchant de voir son visage. Cette polychorie m'empêche de voir beaucoup de choses. Quand je me tourne, des flashs m'aveuglent. Parfois, ma vision se dédouble, alors je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre quelle est vraiment la vraie. Je ne peux pas comprendre quelle est la vraie chose que j'ai devant moi. S'il s'agit d'une porte, je ne peux pas comprendre la vraie nature de la chose qui se trouve devant moi. S'il s'agit d'une porte, s'il s'agit d'un chemin, d'un couloir, s'il s'agit d'une rue ou s'il s'agit d'un trottoir. Quand je marche à ses côtés, à côté de Mélan, il me tient la main. Il me guide et alors je peux savoir quelle est la bonne rue à prendre. Je peux savoir quel est le bon chemin à poursuivre. Je peux savoir quelle est la bonne porte. Il guide ma main sur la poignée et il m'aide à chaque fois que j'ai besoin d'être aidé. Il est là pour moi à n'importe quel moment. Même les moments les plus beaux de ma vie. Même les moments où je suis en train de contempler une éclipse dehors. Même ces moments-là où je suis en train de contempler une éclipse dehors, assis sur le bord des rochers. Assis sur le bord des rochers, je contemple une éclipse et j'écoute le bruit des vagues. Je ne regarde pas les vagues parce que j'ai le vertige. Je suis assis sur un muret qui est un peu cassé. Les briques sont en train de se défaire. Les vieilles pierres sont en train de tomber. Les briques sont cassées. Des mauvaises herbes poussent sur ce muret et je suis assis là calmement. J'écoute l'océan. J'écoute l'océan, telle une voix qui serait en train de me murmurer à l'oreille, de rester là calmement et sagement. Et je reste là et j'écoute l'océan, les vagues qui sont en train de percuter juste en dessous de moi, la terre et la pierre. J'écoute les vagues rentrer dans les cavités, j'écoute les vagues rentrer dans les grottes, j'écoute les vagues percuter la pierre et percuter la roche, percuter la vieille et ancienne roche qu'il y a sous mes pieds. Mélan vient alors à côté de moi, et je peux sentir le tissu de son bandana dans ses cheveux. Je peux le sentir tout près de moi, qui penche sa tête contre la mienne, appuie sa tête juste contre mon épaule, passe sa main juste contre mon dos, et sur mes côtes de l'autre côté, il garde sa main. Il fait toujours ce mouvement avec ses doigts, en appuyant un petit peu entre l'espace de mes côtes. En appuyant tout légèrement entre l'espace de mes côtes, il fait ce mouvement.
ce mouvement aléatoire avec ses doigts, et je peux sentir ses articulations bouger contre mes côtes. Il est là avec moi, et ce jour-là, il a ouvert la portière. J'avais entendu que c'était la portière du côté passager. Je n'ai pas eu besoin de son aide. J'ai simplement gardé ma main le long de la tôle de la voiture, et le long des traits de la voiture, j'arrivais à sentir les traits de la voiture. J'ai alors poursuivi mon chemin, en gardant ma main contre la voiture. En gardant ma main contre la voiture, contre les traits de la voiture, et en gardant ma main contre les portes, j'ai attendu de sentir un creux, de sentir une portière ouverte. J'ai avancé, gardant ma main sur la voiture, c'était un SUV noir, je m'en souviens très bien. Je suis rentré et je me suis assis. J'ai posé mes mains tout de suite sur mes cuisses. Je me suis assis, m'enfonçant un peu dans le siège. Je sentais le cuir sur mon dos. Je sentais le cuir sur mon t-shirt. Ensuite, lui était accroché juste à mon bassin. J'en avais fait un double nœud et je l'avais accroché au bas de mon ventre. Au bas de mon ventre, mon bassin, je l'avais accroché. Sur moi, je portais un t-shirt blanc. Et une chemise à carreaux noirs. Une chemise à carreaux noirs et rouges. Je la portais sur moi et je me suis assis. J'ai tourné les yeux vers Mélane et un flash lumineux l'a aveuglé. Je ne pouvais plus le voir. Un flash lumineux l'a aveuglé alors qu'il était en plein centre de ma vue. Je ne pouvais plus le voir, et ce flash lumineux est apparu juste dans un petit reflet innocent, un petit reflet infime et innocent, qui est apparu dans le coin du rétroviseur dehors, du côté conducteur. Ce flash m'a complètement aveuglé de lui. Il m'a complètement aveuglé de lui, l'a complètement aveuglé, et il a disparu de ma vue, pendant un moment, avant que le flash ne disparaisse. Ils apparaissaient aussi vite qu'ils disparaissaient. Ensuite, je pouvais à nouveau le voir. Là, j'ai passé ma main sur son visage, et je ne lui ai pas parlé de ce flash pendant tout le voyage. Nous sommes arrivés à une clinique. On est arrivé à une clinique, et une femme m'a fait passer un test. Elle m'a fait passer un test. Je me suis assis sur cette chaise. J'ai senti la porte et la poignée sous ma main. J'ai poussé la porte. Mélan était avec moi. Il avait sa main dans le bas de mon dos. Je me sentais rassuré. Je suis resté avec lui. Il a gardé sa main dans le bas de mon dos jusqu'à ce que je m'asseye sur la chaise. Une femme a rapproché une énorme machine près de moi. Ça m'a fait peur sur l'instant parce que je ne savais pas à quoi elle ressemblait, ni ce qu'elle allait me faire, ni ce qu'elle était. Je pouvais voir cette grosse machine, mais je pouvais la voir floue. Je ne voyais qu'une énorme forme floue et blanche se rapprocher de moi. À côté, je voyais une énorme forme floue qui ressemblait un peu à une forme humaine. Une énorme forme floue qui était complètement noire, et cette femme s'est approchée. Je sentais ses mains qui se mettaient contre mes épaules afin de me rassurer. Elle a rapproché la machine. Je sentais des bruits qui n'étaient pas agréables, des sortes de crissements, comme si la machine était accrochée à un bras qu'on pouvait manipuler. Un bras en métal. Elle l'a rapproché de moi, et des lumières énormément flashy sont apparues juste devant moi. Des lumières blanches, flashy, de différentes couleurs sont apparues devant moi. Elle m'a fait passer ce test avec de grandes et fortes lumières à forte intensité, des fortes lumières blanches et de fortes lumières flashy qu'elle a fait apparaître devant mes yeux, pour voir comment allait ma polychorie. Mes yeux et surtout ma pupille avaient l'air de fondre dans mes yeux bruns. Ma pupille avait l'air de fondre dans mes yeux bruns, se séparant en plusieurs parties distinctes. Ma première pupille, un peu plus grosse qu'une pupille originale, un peu plus grosse qu'une pupille que tout le monde aurait dans ses yeux. Ma première pupille avait l'air de fondre et de tomber dans mon œil, tel un jaune d'œuf. Et les autres pupilles que j'avais en dessous avaient l'air de se disperser, telles les îles du Philippines, tout autour. J'avais l'œil déformé, et en dessous, le bleu de mon œil, qui était mélangé au brun de mon œil,
car j'avais les yeux qui étaient hétérochromes. J'étais né avec une hétérochromie d'un seul œil, dans l'œil droit. L'hétérochromie bleue et brune que j'avais dans l'œil se dispersait. Mes yeux ressemblaient à une toile d'araignée. Mes yeux ressemblaient à une toile d'araignée. De l'autre côté, mon œil était bleu. De l'autre côté, mon œil était bleu. Il était bleu-blanc et avait l'air de fondre avec les pupilles qui se dispersaient un petit peu partout, le noir qui rentrait à l'intérieur de mon iris. Mon œil avait l'air de fondre et de ressembler à une toile d'araignée déchirée. Mon autre œil, qui lui était hétérochrome, brun avec du bleu, se séparait en deux parties. Un petit peu de bleu se mélangeait au brun. Et mon œil, ma pupille qui avait l'air de fondre comme un jaune d'œuf, et tout le reste de mes yeux, tout le reste de ma pupille, qui elle se dispersait tout autour de mes yeux, comme les petites îles du Philippines vues de haut par un hélicoptère, avait l'air de se répandre partout, partout dans mon œil. Tous ces petits morceaux noirs, tous ces petits morceaux noirs juste en dessous de mes yeux, dans la partie bleue de mon œil. Je pouvais les voir dans le miroir, mais juste derrière une intense lumière blanche. Derrière cette intense lumière blanche, tu es apparu derrière moi. Tu as mis tes mains sur mon torse, sur mes épaules. Tu m'as embrassé en me murmurant tout simplement que tu trouvais mes yeux magnifiques. Mais quand on est rentré ce soir-là, mes yeux soudainement se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer, tout seuls. Tout seuls, ils se sont mis à pleurer, je me suis renfermé sur moi-même, repliant mes jambes sur moi, passant mes bras autour de mes jambes, mettant ma tête contre mes genoux. Je cachais mon visage, et à un moment, tu es venu à côté de moi. Tu as posé ta main sur mes cheveux, et tu as dit « Relève la tête, s'il te plaît ». J'ai relevé la tête, tu as retiré ton bandana, j'entendais le bruit du tissu de ton bandana, et surtout le nœud que tu défaisais de ton bandana dans tes cheveux. Tu l'as déplié et approché tout près de moi. Avec ta main et ton bandana en main, tu m'as essuyé les yeux. Tu m'as dit laisse-moi faire. Et tu m'as essuyé les yeux en me disant que mes yeux étaient magnifiques. Tu m'as dit que mes yeux ressemblaient à une constellation, ressemblaient à plusieurs planètes, éparpillées dans une constellation, et plusieurs étoiles qui avaient explosé en 1 million de fragments de lumière. Ça m'a convaincu, ça m'a surtout aidé, ça m'a convaincu. Et j'étais encore plus amoureux ce soir-là. Ce soir-là, j'étais encore plus amoureux de toi. Ça m'a rendu heureux d'entendre ça. Ça m'a rendu une certaine légèreté que j'ai sentie soudainement dans mon dos, une fois que tu as posé ta main en haut de mon dos, sentant la respiration de mes poumons et les battements de mon cœur à chaque minute. Les battements de mon cœur qui commençaient de temps à autre à devenir de plus en plus calmes lorsque tu me parlais. De temps à autre, lorsque j'entendais ta voix, les battements de mon cœur commençaient à devenir de plus en plus calmes. Tu as retiré ta main, je me sentais plus calme, et je me suis mis contre toi. Je me suis mis contre toi, contre ton corps, entre ton bras qui était contre les coussins, et entre ton torse. J'étais appuyé contre toi, contre ton torse, et entre ton bras qui était sur les coussins. J'étais près de toi et je levais les yeux. Toi, tu regardais mes yeux. Tu ne les regardais pas comme les autres, qui les regardaient différemment que toi. Toi, tu les regardais avec amour. Toi, tu les regardais avec amour, compassion et admiration, comme si ces yeux étaient différents de tous, mais qu'ils avaient quelque chose en plus, pas quelque chose en moins ou quelque chose de différent. Ce soir-là, je suis resté tout près de toi, car tu étais la seule personne à me regarder comme ça. Mon visage déformé, ou plutôt celui de Asmodée, le démon qui me hantait à l'intérieur de moi. La plupart du temps, j'étais seul. La plupart du temps, j'étais seul dans cette ville. Cette ville complètement dévastée, désertée par la population. Désertée par la population, la plupart du temps, j'étais seul. À l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mes entrailles,
à l'intérieur de mes organes. J'arrivais à sentir bouger entre mon estomac, mes poumons, avec sa tête qui était près de mon cœur. Avec sa tête qui était près de mon cœur, ses bras qui étaient en train de bouger entre mes poumons, son corps et son ventre, ses ailes déployées à l'intérieur de mon dos, sous la chair. J'arrivais à le sentir à l'intérieur de mon corps. À l'intérieur de mon corps, ce n'était pas vraiment une métaphore, voire même pas du tout. J'arrivais à sentir Asmodée bouger à l'intérieur de mon corps, déployer ses grandes ailes à l'intérieur de mon dos, à l'intérieur de la chair. Quand je retirais mon t-shirt, la chair bougeait. Quand je retirais mon t-shirt, la chair de mon dos bougeait. J'arrivais à voir ses ailes se déployer, les articulations de ses ailes, les toutes petites griffes acérées qu'il avait sur ses ailes. J'arrivais à les sentir qui étaient en train de griffer l'intérieur de mon corps, l'intérieur de mes ailes. Ses bras qui étaient entre mes poumons, sa tête qui était tout près de mon cœur, son visage déformé, ses yeux noirs, ses toutes petites dents pointues qui étaient en train d'écouter les battements de mon cœur, chaque pulsation. Quand il était en train d'écouter les battements de mon cœur, j'arrivais à voir son visage à l'intérieur de mon corps. Quand mes ailes se dévoilaient à l'extérieur, quand mes ailes noires se dévoilaient à l'extérieur, avec ses toutes petites griffes le long des articulations des ailes, et avec ses grandes griffes le long des articulations. Quand elles se dévoilaient à l'extérieur, je me retournais, mais je les rangeais tout de suite. Je me mettais à genoux, les mains sur le sol. Les mains sur le sol, j'arrivais à voir des racines noires qui longeaient le sol, et qui alors, ensuite, s'agrippaient aux voitures, s'agrippaient aux immeubles, montaient, détruisaient les immeubles, détruisaient les fenêtres, détruisaient les voitures et les faisaient exploser devant moi. J'étais la cause de cette fin du monde. J'étais la cause de cette fin du monde, mais lorsque j'ai rencontré cet homme qui était l'un des seuls survivants, quand j'ai rencontré cet homme qui était l'un des seuls survivants à la fin du monde provoqué par Asmodée, le démon qui vit en moi, quand je lui ai raconté tout ça, cet homme n'avait pas réellement l'impression d'avoir peur. Il s'est approché de moi. Il était intact. Ne possédait pas de poussière ou encore de terre sur lui. Ses vêtements étaient propres. Il possédait un jeans noir. Il avait un jeans noir, un t-shirt gris et un sweat gris. Un t-shirt gris, un sweat gris clair et un t-shirt gris clair. Il est arrivé vers moi. Ses cheveux étaient bruns très clairs. Ses yeux étaient bleus. Il est arrivé vers moi et m'a regardé. Il avait un piercing à l'arcade et je lui ai raconté. Je lui ai raconté pour ce qu'il a vu. Il s'est avancé et a posé ses lèvres sur les miennes. Il m'a embrassé et a dit que rien de ce qu'il n'avait vu ne l'avait effrayé, qu'il avait grandi avec ce genre de choses. Quand je suis arrivé dans sa maison à laquelle il m'a conduit avec un énorme SUV noir. Il a arrêté la voiture sur le côté. Il a ouvert la porte. Partout sur les murs, il y avait des trophées. De magie noire. Des crânes d'animaux. Il y avait des colliers de dents humaines. Il y avait de la chair, de la peau qui avait été séchée pour faire des abat-jours et des pots. Un crâne qui avait été scié pour pouvoir faire un pot. À l'intérieur, il y avait plein de pierres qu'il utilisait, plein de pierres sur lesquelles il y avait des dessins extraordinaires et spéciaux. Ces dessins bizarres qui représentaient souvent des têtes d'animaux, ou alors qui représentaient souvent des symboles, des pentagrammes qui étaient mis au mur avec de la craie blanche ou alors avec de la peinture rouge toute fine. Il était en train d'engraver sur le bois des planches en bois sur lesquelles il avait gravé des symboles. Il me les a lus, des langues étrangères comme l'araméen, des langues étrangères comme le latin,
l'araméen, ou alors encore plein d'autres langues, comme par exemple aussi toutes ces langues qu'il me lisait, des langues vaudou qui viennent de la magie noire, de la Nouvelle-Orléans et de Salem. Toutes ces langues telles que le latin, l'araméen, ou encore plein d'autres langues différentes, des langues qu'on trouve dans la Bible. À un moment, il m'a sorti 4 livres noirs. Il les a déposés sur la table et il m'a dit choisis-en un. Et il m'a dit que c'était la Bible satanique de Anton LaVey. J'ai choisi un des livres et il me l'a lu. Il m'a lu ce livre à l'envers, dans un latin que je ne connaissais que très peu, des paroles que je ne connaissais que très peu, et qui, je dois l'avouer, me faisaient extrêmement peur. Mon visage démoniaque est apparu, celui de Asmodée, avec mes petites dents. Toutes mes dents humaines sont tombées les unes après les autres. Le sang se répandait sur le sol et sur mes bras. Je me suis levé, mes ailes se sont déployées à l'intérieur de la maison, faisant tomber à terre tous ces trophées. Mes ailes se sont déployées, elles étaient noires, elles avaient la couleur du charbon, et sentaient également la peau brûlée, et sentaient également le feu et le bois brûlé, le charbon. Elles étaient noires et se sont déployées. Toutes les petites griffes qu'il y avait dessus avaient griffé les murs et avaient griffé les portes. Il est arrivé et a posé sa main sur mes ailes. Quand il a posé sa main sur mon aile droite s'est déployée. Mon aile droite, après s'être déployée, quand il a posé sa main dessus, s'est alors tout de suite remise en place. Elle s'est tout de suite remise en place sous ma peau et sous mon dos. Je sentais à l'intérieur de moi Asmodée qui était en train de bouger. Je sentais son visage tout près de mon cœur. Quand il a mis sa main sur mon cœur, j'ai senti Asmodée bouger très, très délicatement. J'ai senti Asmodée bouger très délicatement. Sur le bout de chacun de ses ongles, il y avait de l'eau bénite. Une goutte d'eau bénite sur chacun de ses ongles. Il a posé sa main sur mon cœur et Asmodée a bougé ses épaules et sa tête qui était contre mon cœur quand il écoutait mes battements de cœur. Je l'ai regardé et cet homme qui était avec moi, d'une vingtaine d'années sans plus, m'a pris la main et ensuite a passé sa main et son bras entier autour de mon cou. Il m'a embrassé et mes lèvres posées sur les siennes ont fait apparaître, lorsque je l'embrassais, pendant un simple sourire de quelques secondes, ont fait apparaître mes dents pointues, mes dents démoniaques. Des dents pointues, toutes petites, mais couvertes de sang. Il les a regardées. Le goût du sang en bouche, il m'a regardé, a vu mes dents, mes yeux noirs. J'ai levé les yeux et je cachais mon visage. Il a pris mes mains et a dit « Non, laisse-les. Montre-les-moi. Je trouve ça sublime. Je te trouve magnifique tel que tu es. » Mais il n'avait pas encore vu Asmodée, le démon qui se cachait à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma peau. La nuit, je me suis tourné, et il a remarqué que mon dos bougeait. Que la chair bougeait. Il a remarqué des formes bizarres, des formes qui ressemblaient à des visages et à des mains, qui sortaient de la peau dans mon dos, et il m'a demandé ce que c'était. Je me suis tourné, et lentement, je l'ai regardé, et je lui ai parlé en chuchotant. Je lui ai dit « C'est Asmodée, le démon qui vit à l'intérieur de moi. » Asmodée est un démon perfide. Malin et rusé. Il vit à l'intérieur de mon corps. Je suis mi-humain, je viens en même temps de la terre et je viens en même temps des enfers. Mi-humain, mi-démon, je viens en même temps de l'enfer et en même temps de la terre. En même temps, je ne sais pas trop d'où viennent mes origines. Je ne sais pas trop quelles sont mes origines, ce qu'elles sont réellement. Je l'ignore. Je ne sais pas trop d'où je viens. Il m'a regardé, et il était vrai que sa maison m'avait légèrement fait peur, même si j'étais à moitié démon. Il m'a dit « Eh bien maintenant, comme je connais tout ce monde démoniaque, maintenant tu pourrais considérer que tu viens d'ici.
Ce soir-là, j'avais considéré qu'il était vrai que je pouvais venir d'un monde complètement comme le mien, mais qui s'avère tout simplement être une maison en plein milieu de l'apocalypse provoquée par le démon qui vit à l'intérieur de moi. Ce soir-là, j'ai décidé que je venais de cette maison. J'ai décidé que je venais de cette maison en dessinant un pentagramme sur mon dos. En le dessinant simplement avec mes ongles, en le dessinant avec mes ongles, avec le bout de mes ongles, en le coupant dans ma chair, il a fini par cicatriser. C'était un symbole, c'était un symbole que j'avais fait avec mon ongle et que lui avait gravé ensuite avec une poudre blanche qui a fini par brûler et à me laisser une marque dans le dos. Asmodée a été prisonnier à l'intérieur de moi, car il aimait cette part de moi qui était démoniaque. La terre avait fusionné avec d'innombrables bouts de verre. Quand il y avait des tempêtes de sable, ces morceaux de verre pointus qui venaient des fenêtres des immeubles, nous arrachaient la peau. Dylan et moi, nous sommes allés marcher dehors. Dylan et moi, nous avons mis nos combinaisons et nous sommes allés marcher dehors. Une tempête avait surgi en pleine nuit, faisant trembler les murs et faisant trembler les lampes, les luminaires qui étaient accrochés au plafond dans le salon et dans la salle à manger. Faisant trembler ces luminaires, ces lampes LED qui étaient accrochées au plafond. Elles n'étaient accrochées que par un câble de fer, que par un câble en métal et que par des écrous et des boulons. Ces luminaires qui étaient accrochés au-dessus de nous étaient en train de trembler. Nous sommes directement montés. Quand on a monté les escaliers, nous sommes arrivés à cette petite fenêtre, une petite fenêtre rectangulaire, toute petite, ressemblant très fortement à une meurtrière. Comme dans les châteaux. Cette longue fenêtre qui était horizontale, qui n'était pas verticale mais horizontale, qui était juste dans les escaliers, dans une cage d'escalier. Nous avons regardé, nous y avons mis nos yeux. On a regardé cette fenêtre en plexiglas, et à l'extérieur il faisait noir, complètement noir. Ce n'est pas qu'il faisait noir comme quand la nuit arrive, il faisait complètement noir à ne pas apercevoir ce qu'il y avait juste derrière la vitre. On entendait les bruits des cristaux de verre qui étaient en train de frapper contre la vitre de plexiglas. À un moment, nous avons vu apparaître une main qui a frappé à la vitre. Cette main frappait à la vitre. Tout d'abord, elle était normale. Elle frappait à la vitre, elle frappait de plus en plus fort. Nous avons entendu la voix d'une femme étouffée par le bruit des morceaux de verre et des morceaux de cristaux qui venaient des vitres des immeubles, brisés par le vent de la tempête et brisés par le sable de la tempête. Le sable qui était emporté par le vent avait emporté tous ces cristaux. Cette femme était en train de se faire broyer vivante. Elle était en train de se faire broyer vivante, découpée vivante par les cristaux. Découpée vivante par les cristaux et par les morceaux de sable, qui n'étaient que des morceaux de coquillage venant de la mer qui s'étaient déjà desséchés depuis longtemps. Elle était en train de se faire broyer sous nos yeux. Elle était en train de se faire découper par des morceaux de sable. Par des morceaux de sable qui étaient des morceaux de coquillage et par les morceaux de verre qui venaient des vitres des immeubles qui avaient été abandonnés depuis l'apocalypse. La ville était bien loin, bien plus loin qu'on ne le pensait. Quand on a ouvert la porte le lendemain, nous sommes sortis avec nos combinaisons. Je me suis mis à genoux sur le sol et j'ai regardé cette femme. Son corps était resté là. 2 ratons laveurs étaient en train de la manger, de lui manger le visage, de lui manger les joues. C'était certainement là qu'il devait y avoir ou rester le plus de chair, après ce qui lui est arrivé. Nous avons nettoyé et passé 1 heure à nettoyer tout le sang sur le mur. Nous avons nettoyé en une fois simplement la trace de sang qu'elle avait laissée sur la vitre. Mais le soir, quand nous y sommes retournés pour voir s'il y avait des gens qui attendaient, une femme et son enfant étaient en train d'attendre, avec sur leur peau des plaques rouges. Des plaques rouges et des éruptions cutanées, tout le long de leur corps.
des éruptions cutanées tout le long de leur corps, des brûlures sur leur corps, des plaques rouges. Cette femme, ses vêtements avaient été arrachés, arrachés certainement par le vent, arrachés certainement par ce qui se passait dehors, par les tempêtes provoquées dehors, par le sable, par le vent fort. Cette femme était en train d'attendre. On l'a fait rentrer. Ses yeux étaient brûlés, ses lèvres étaient gercées. Ses lèvres n'étaient même pas gercées, mais simplement coupées, coupées coupées par le sable, par les tempêtes de sable qui ont fusionné avec, coupées par les tempêtes de sable qui ont fusionné avec les morceaux de verre. On l'a fait rentrer et on a essayé de la maintenir en vie sous respirateur, mais il était déjà trop tard. Son bébé, lui, il était déjà beaucoup trop tard. Sa peau était beaucoup trop légère, beaucoup trop fine, et il était beaucoup trop petit pour survivre à ce genre de choses. Nous étions adaptés à ce climat. Nous, Dylan et moi, Hendry, nous étions adaptés à ce genre de climat. Nous étions adaptés à ce genre de climat. On a vécu pendant longtemps avec une autre famille, et Hendry et Dylan ont fini par se rencontrer très tôt. Donc Dylan et moi, nous étions très adaptés à ce genre de climat. On a vécu dans ce bunker longtemps. Pendant longtemps, le soir, on allait se coucher. On préparait les lits de tout le monde. Ensuite, ensemble, Hendry et Dylan allaient voir le bunker, la salle de bunker, là où il y a toutes les armoiries. Là où il y a les armoires en métal, on posait dessus les boîtes de conserve. On posait les repas en poudre et on les mélangeait ensuite en haut, on prenait les repas en poudre. Ces repas en poudre, on les mélangeait ensuite avec de l'eau chaude qu'on faisait bouillir juste sur un feu qu'on faisait à l'intérieur avec un chalumeau. On les faisait bouillir et on versait la poudre à l'intérieur, ça devenait un repas. Un repas liquide mais solide, assez pour nous sustenter et pour pouvoir vivre dans un bunker. Lorsque nous sortions, la plupart des choses que nous trouvions, c'était de la chair humaine qui avait été découpée par ces tempêtes. La pro- les- Il y avait des probabilités énormes que nous trouvions un squelette chaque jour quand nous sortions. Chaque jour, quand nous sortions, il y avait des probabilités énormes qu'on trouve un squelette. Un jour, on a trouvé un squelette, et ce squelette avait avec lui une balise avec une recharge énorme en main. En main, la balise n'avait pas été abîmée. Elle était dans un sac sous-scellé. Cet homme devait certainement la rapporter quelque part. On a récupéré la balise, nous avons laissé le squelette. Le squelette, nous l'avons analysé. Une fois qu'on a récupéré et qu'on a dû couper un morceau de tendon et un morceau de chair, on a récupéré un os de la jambe, et cet os de la jambe auquel on a dû arracher les tendons, auquel on a dû arracher la chair qu'il y avait dessus avec nos couteaux. Nos couteaux, on les a lavés avec des morceaux de tissu de nos combinaisons. On a dû arracher et couper les tendons. On a dû enlever certains os et on a récupéré des os. On a récupéré des os pour pouvoir ensuite récupérer assez de lui. Pour pouvoir récupérer assez de lui, ce qu'on a arraché, on l'a laissé là. Des animaux allaient certainement venir les manger. On est revenu et on a déposé un os de la jambe, l'os du tibia. On a déposé l'os du tibia et le deuxième os du tibia qu'il y avait derrière. On a déposé les phalanges les unes sur les autres dans un petit sac. On a déposé les os des phalanges les unes sur les autres. Les os des phalanges de son pied, c'est moi qui les ai remises comme il le fallait. Ensuite, sur la table, j'ai allumé l'ordinateur. L'ordinateur a scanné l'os des phalanges, les os des phalanges que j'avais placés comme il le fallait, comme il l'était dans un pied. Et quand j'ai placé l'os et le deuxième os tibia, juste devant, il a commencé à analyser. L'ordinateur a fait apparaître un hologramme devant moi de cet homme, comment il était s'il n'était pas mangé par les vers, s'il n'avait pas été mangé par les vers, mangé par la terre, et s'il n'avait pas été découpé par les morceaux de verre et par la tempête de sable. Le lendemain, nous sommes allés récupérer son corps et on l'a incinéré. On l'a rapporté et on l'a incinéré. On a fait la même chose pour cette femme. On a fait une cérémonie de 1 minute. On a fait une cérémonie et un silence de 1 minute pour cette femme et son bébé qu'on avait incinérés. On les mettait à chaque fois dans des sacs noirs qu'on brûlait avec. Pour finir, à l'intérieur du bunker, ça sentait le plastique fondu. Ça sentait le plastique fondu
et l'intérieur du crématorium, finalement, quand on brûlait des plastiques fondus à l'intérieur duquel on mettait les corps, finalement se remplissait de grandes fumées noires et toxiques. On rentrait à l'intérieur avec un masque pour empêcher la fumée de contaminer nos poumons, ou alors d'avoir le cancer ou une quelconque maladie. On rentrait avec un masque qui nous aidait. On le mettait sur notre nez, on rentrait et on nettoyait. On nettoyait la chair qui s'était collée contre les parois. On nettoyait les flammes qui avaient brûlé les parois. Les parois étaient devenues noires. Et ensuite, une fois que c'était nettoyé, on refermait la porte et on l'éteignait. Le deuxième jour, on était reparti pour une autre mission. Peut-être essayer de repartir jusqu'à la ville. Cette fois-ci, on avait pris l'une des voitures. Quand on a pris l'une des voitures cross, on y est allé. On s'est arrêté en plein milieu du désert et on a trouvé une femme agonisante. La main et le pied piégés dans un trou. Mais surtout son pied qui était piégé dans un trou. Des serpents qui étaient en train de manger son pied. Le venin qui avait déjà contaminé son pied. Atteinte d'une fasciite nécrosante au dernier stade, sa peau était noire et elle nous regardait. Elle agonisait, ses lèvres étaient tellement gonflées qu'elle ne pouvait pas parler. Ses yeux étaient rouges, imbibés de sang. Et elle nous regardait. On l'a tuée sur le champ. Avec un couteau, on l'a tuée sur le champ après lui avoir coupé la jambe. On l'a laissée là, en se disant peut-être que la prochaine tempête s'occuperait d'elle, qu'elle serait découpée par les morceaux de verre, et ensuite qu'elle serait mangée par un animal, comme un serpent. Les animaux ou les reptiles qui savent se cacher dans la terre bien profondément pour survivre à ce genre de climat. Elle serait peut-être mangée par ça, ou avant tout, elle mourrait découpée par les morceaux de verre et par la prochaine tempête. La prochaine tempête n'a eu lieu que 10 minutes après, quand nous sommes rentrés au bunker. On a refermé la porte du bunker au sol. Je suis descendu des échelons de l'échelle. On a été voir et la prochaine tempête a surgi. On entendait les morceaux de verre à nouveau. On imaginait cette femme hurler et crier jusqu'à ce que ses cris disparaissent sous les bruits de la tempête, et sous les bruits de la tempête de sable et des morceaux de verre qui étaient en train de la découper, de la chair qui se faisait découper par les morceaux de verre, jusqu'à ce que ses cris disparaissent juste en dessous de ça. On l'imaginait mourir, et son corps qui disparaissait petit à petit. Tel un sablier, on imaginait son corps disparaître. Le lendemain, lors de la nouvelle excursion avec la voiture cross, on s'est arrêté avec les 2 quads et avec la voiture cross, et on a trouvé son squelette. Son squelette sur lequel il ne restait plus que des gouttes de sang qui étaient en train de colorer son crâne en rouge. Et certains morceaux de chair qui s'étaient reclus à l'intérieur de sa mâchoire. Certainement des morceaux de ses lèvres. Je me souviens que la première fois que Milly est arrivé, il avait son sac à la main, un sac noir, qui avec la lumière du soleil devenait beaucoup plus noir qu'il ne l'était. Je me souviens aussi de ses yeux bleus, je me souviens aussi de sa peau, je me souviens de la couleur de sa peau, je me souviens du soleil qui frappait sur sa peau, et du fait qu'il essayait de se protéger des rayons de soleil en faisant des mouvements, en ayant posé son sac contre son jeans, contre son tibia et contre ses baskets. Je me souviens qu'il avait une main devant les yeux et un autre bras contre son bras. Il essayait de se protéger du soleil. Je me souviens lui avoir fait le tour dehors. On a marché dehors pendant longtemps. Pendant longtemps, on a marché dehors et je lui ai montré les différentes activités. Je lui ai montré le centre de sport qu'il y avait à l'extérieur. Un centre de sport qu'il y avait à l'extérieur, avec un terrain de basket sur lequel on s'est arrêté pour parler. On a parlé peut-être 1 ou 2 minutes. Ensuite, on a repris la visite.
Je me souviens qu'on s'est arrêté sur le gazon, là où je lui ai montré qu'il y avait des gens, qui pratiquaient du yoga, ou qu'il y avait des gens qui pratiquaient d'autres disciplines, comme par exemple la méditation. Il y avait toute une classe de femmes, il y avait toute une classe de filles et d'hommes qui étaient là, à la recherche du calme et du silence, à la recherche de l'introspection, du calme et du silence, et de se recentrer sur soi-même. On les a regardés un moment, et eux étaient occupés à se recentrer sur eux-mêmes. Évidemment, ils ne nous ont pas vus, ils avaient les yeux fermés. Plus loin, on est arrivé sur des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, il y avait même des profs et des élèves un peu plus âgés, ou un peu moins âgés, 17 ans et 20 ans pour les profs. Eux, ils étaient là en tenue yoga. Ils étaient tous dans des positions différentes, mais ils étaient tous coordonnés ensemble. Coordonnés ensemble, ils étaient tous ensemble. Dès que l'un repliait sa jambe sur le sol, l'autre changeait de position. Ils étaient tous dans le même, ils étaient tous dans le même univers. Ils fonctionnaient tous comme une horloge. Ils fonctionnaient tous comme le mécanisme d'une horloge, comme les aiguilles d'une horloge, comme les aiguilles d'une montre. De ta montre que d'ailleurs tu regardais souvent pour pouvoir voir le temps s'écouler. Mais tu étais avec moi et je te l'avais même dit. Tu n'as rien à craindre. Souvent, tu me regardais et tu regardais partout autour de toi. Cette nouvelle école, ce nouveau lycée que tu ne connaissais pas, tu me regardais et souvent partout autour de toi, tu regardais les escaliers. Tu regardais les murs et les photos de classe, des anciennes classes. Tu regardais les photos de classe des anciennes classes. Ou alors les personnes qui se sont présentées pour représenter leur classe. Tu regardais ces photos accrochées sur le mur. Je suis resté à côté de toi un long moment, mais après je t'ai laissé là tout seul avec ton sac. Tu as mis ton sac sur le dos et tu t'es retourné quand tu t'es aperçu que je n'étais plus là. J'étais allé à la cafette, J'étais allé à la cafétéria et je t'ai rapporté un café. Je t'ai dit que je ne savais pas comment tu le prenais, alors j'ai dit que je l'ai pris simplement avec du sucre et du lait. Avec du sucre et du lait, et pour moi simplement avec du lait. Je t'ai donné, je t'ai donné le café que j'avais été prendre, et ensuite on a été parler. On s'est assis. On s'est assis entre les deux escaliers, le premier sur le côté, là où il y avait les photos de classe, qui montaient jusqu'à la salle de sport, et le deuxième qui montait jusqu'aux salles de classe. Je t'ai expliqué que cet escalier de ce côté, près de la baie vitrée, et que cet escalier près du mur avec les cadres et les photos de classe, ainsi que les personnes qui se présentaient pour représenter leur classe. Cet escalier-là montait à la salle de sport, l'autre aux salles de classe. Je t'ai montré la première salle de classe avec un projecteur, la deuxième salle de classe avec un vieux tableau noir. On s'est assis tous les deux et on a parlé. On a discuté. On a discuté un instant, un moment. Tu avais l'air anxieux, stressé, voire même peut-être un petit peu gêné. Je suis resté près de toi longtemps. Quand tu es arrivé, tes yeux brillaient. Tes yeux brillaient, tes yeux étaient bleus, bleu très clair, bleu glacial. Je voyais que tu te frottais les cheveux nerveusement, tu regardais partout autour de toi, en attendant que quelqu'un vienne te chercher pour te faire visiter. C'est moi qui ai été le premier à faire le pas. Je t'ai dit comment je m'appelais, que je m'appelais Thomas. Et tu m'as regardé, tu t'es présenté, Milice. On s'est présenté, on s'est serré la main. Finalement, on s'est fait un simple check et on s'est serré dans les bras. Quand je t'ai senti contre moi, j'ai senti les palpitations de ton cœur et j'ai senti tes poumons qui se remplissaient d'air. Tu étais en train de respirer, de prendre l'air derrière moi. Cela ne m'a pas dérangé. C'était plutôt agréable comme sensation. Que tu reprennes que tu reprennes une bonne dose d'air juste derrière moi. Peut-être même que tu sentais l'odeur de mon parfum, ou alors peut-être même que tu sentais l'odeur simplement de mes vêtements ou de mes cheveux. Je sais pas. Peut-être que sous le coup du fait que c'est moi qui suis venu vers toi, tu étais tombé amoureux. Je n'en avais aucune idée, mais ce que je savais, c'était que le vrai jour où on s'est rencontrés,
C'était quand je ne t'avais pas expliqué que cette école avait une règle particulière. Souvent, on devait s'arrêter dans le lycée. Chaque élève devait se mettre près de son casier. Ce jour-là, cette règle, ce jour-là, les- ce jour-là, cette règle est apparue dans le lycée. Plusieurs, plusieurs surveillants et plusieurs professeurs sont venus nous voir et nous ont dit de regarder et d'ouvrir notre casier. Notre casier devait être propre, lavé, et devait sentir une odeur chimique d'un produit qu'il vaporisait à l'intérieur. Ils sont arrivés, et ont regardé les casiers d'un peu tout le monde. Certains élèves se faisaient engueuler, certains élèves se faisaient crier dessus parce que leur casier était en bordel, ou alors certains élèves même se faisaient retirer des choses de l'intérieur de leur casier. Certains élèves, comme ceux qui veulent avoir les mains libres et qui gardent leur sac et le mettent à l'intérieur de leur casier. Ce genre d'élèves-là, souvent ce genre d'élèves-là, on leur met leur sac sur le dos et ensuite on leur dit de continuer à ranger leur casier et de simplement mettre les livres et les fardes à l'intérieur. Ce jour-là, une femme est arrivée. Tu avais l'air anxieux, stressé. Tu m'as regardé d'un coin de l'œil et je t'ai regardé. Je t'ai dit, tu n'as pas de quoi t'en faire. Je suis venu près de toi et je t'ai dit, regarde, c'est comme ça qu'on range son casier. J'ai dit, les petits livres, tu les mets en dessous. Les petits livres, tu les mets en dessous. Les plus petits encore, tu les mets au-dessus des plus petits. Ensuite, tu passes ta farde juste à côté entre l'écart de ton casier, du bord de ton casier et du petit livre sur la pile de livres en dessous. Et puis tu coinces ta farde, ton autre farde, et ton bloc de feuilles, tu le mets tout derrière. Ou alors tu le mets entre tes deux fardes. Et tu coinces tes deux fardes sur le côté. C'est comme ça qu'il faut le ranger. Quand j'ai ouvert ton casier, quelque chose m'a choqué. Je t'ai regardé, et ce jour-là, c'est là que tu m'as embrassé pour la première fois, passant ta main sur mon épaule, et passant ta main le long de mes bras, ensuite sur mes côtes et dans mon dos. Tu as gardé tes mains dans mon dos bien longtemps, avant de les descendre dans le bas de mon dos, puis de les passer sur mon ventre. Je me sentais léger, je sentais disparaître cette impression de frisson dans mon dos quand tu m'as embrassé, parce que tu venais de m'aider. Et ce que j'avais remarqué juste dans ton casier, c'était une photo de nous deux. Je me demandais où est-ce que tu l'avais prise. Cette photo de nous deux. Évidemment, tu l'avais prise dans les transports en commun, le bus. Un moment, je me suis souvenu que tu m'avais dit, on fait une photo. Une photo parce que tu m'as aidé. J'avais accepté. Et tu m'avais embrassé. C'était l'un de nos premiers baisers. Mais pas celui qui ressemblait à celui-là. Le genre de baiser qui va vite. Le genre de baiser qui va vite qu'on fait simplement pour montrer aux autres qu'on est amoureux et ensemble. Mais le genre de baiser que tu m'as fait dans le couloir, lorsque je t'ai aidé à ranger ton casier, était bien plus fort et montrait bien plus que que tu étais entièrement dévoué à moi. Le genre de baiser que tu m'as fait dans le couloir, le mouvement de tes bras sur mon corps, et tes lèvres qui se sont posées sur les miennes, et les miennes sur les tiennes. Quand j'ai senti la chaleur de ton corps s'émaner vers le mien, et que toi tu as sûrement dû sentir mes mains le long de ton corps, quand j'ai pris ton cou, et que j'ai posé mes mains sur ton cou et sur ta nuque, que je les ai descendues dans ton dos, tu as certainement dû sentir et avoir la même impression que moi. Je t'ai regardé, ça a été notre premier baiser, un baiser franc, qui montrait que tu étais amoureux, et que moi aussi je l'étais comme toi. Un baiser que tout le monde a regardé, que tout le monde a observé. J'étais étonné que même personne ne l'ait filmé ou photographié. Maintenant que tout le couloir savait qu'on était ensemble, maintenant que même les profs et que la femme qui était en train de surveiller, qui était en train de regarder ton casier si c'était bien rangé, mais je l'avais fait pour toi, je t'avais aidé, je t'avais montré comment faire. Cette femme est venue vers moi et a regardé mon casier. Nos casiers étaient bien rangés. Elle nous a ensuite demandé de venir dans son bureau. Dans son bureau, elle nous a dit « Je vous en prie, asseyez-vous ».
Elle a fermé son PC et nous a demandé pourquoi on s'était rapprochés si vite. Elle m'a regardé et a dit: Thomas, Milice, vous vous êtes bien rapprochés. Vous vous êtes rapprochés comment? Là, on a commencé tous les deux à essayer de lui expliquer. On a parlé en même temps, on s'est regardés tous les deux avec le même regard, et je t'ai dit: non, je t'en prie, parle-toi. Puis c'est moi qui t'ai dit: non, toi d'abord. Ensuite, tu as expliqué, il est venu me voir, il m'a aidé, je me sentais perdu quand je suis arrivé. C'est une toute nouvelle école pour moi. Elle t'a montré ton dossier et a dit que ça c'était ton dossier. Peut-être pour te rassurer, je ne sais pas. J'avoue que ça m'a laissé un petit peu nerveux quand elle t'a montré ton dossier et qu'elle me l'a montré aussi. Peut-être c'était pour te montrer simplement que tu étais vraiment enregistré dans l'école, mais ça n'avait aucune utilité. Ça n'avait aucune utilité. Là, on parlait de comment est-ce qu'on s'était rencontrés. Pourquoi nous étions devenus si proches, voire même ensemble, un couple, un vrai couple. Alors qu'elle sait en tant qu'éducatrice qu'il y a beaucoup de couples dans cette école, mais celui-ci, c'était le premier couple à être simplement, c'était le premier couple entre deux garçons. Elle nous a demandé comment est-ce que c'est arrivé. Je trouvais ces questions très indiscrètes, mais bon, elle s'intéressait à nous. C'était, Elle s'intéressait à nous, c'était le plus important, et elle s'intéressait surtout à toi. Je t'ai pris la main, je l'ai serrée fort, je t'ai regardé, et tu m'as regardé avec un regard rassuré. Là, nous sommes partis. Dehors, nous nous sommes installés sur l'herbe pour pouvoir étudier, et après avoir étudié, on a rangé tout dans nos sacs. On est allé déposer nos sacs dans notre petit appartement qu'on nous a montré quand on nous a donné la clé, et nous sommes revenus sur l'herbe. Tard le soir, on a juste parlé. Notre deuxième baiser, pour pouvoir s'engager à être l'un. Notre deuxième baiser pour pouvoir s'engager dans cette relation. On l'a fait sur l'herbe, ce soir-là, quand tout le monde était en train de rentrer à son appartement. Quand il y avait cet homme qui était en train de nettoyer les escaliers à l'intérieur du lycée, et que les derniers profs étaient en train de fermer leur classe, de ranger leurs dossiers à l'intérieur de leur mallette, de prendre leur voiture et de partir. Ce soir-là, on s'était vraiment engagé. Tu as posé ta main sur la mienne, nous étions assis sur l'herbe, et tu m'as embrassé une nouvelle fois. Ce baiser était d'une franchise tellement belle que j'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas voir ce qui se passait, juste sentir ton corps près du mien. Ta main sur la mienne, sur l'herbe, l'herbe en dessous de la paume de ma main, et ton corps près du mien. Tes lèvres sur les miennes. Et le soir, quand nous nous sommes endormis dans notre appartement, je te sentais respirer tout près de mon corps. Cela me procurait un bien fou, et je me suis endormi en te regardant. Je me suis endormi en te regardant, ma main sur ton bas-ventre. Tu as ouvert les yeux l'espace d'un instant pour regarder ma main, et tu as posé ta main sur la mienne. Notre relation était enfin officialisée. Ce jour-là, le jour où tu es arrivé, j'ai su lorsque je suis venu vers toi et que je t'ai aidé, que tu allais être l'homme, le jeune, le jeune homme avec qui j'allais passer le restant de ma vie, voire même le jeune homme avec qui j'allais peut-être quitter ce lycée pour pouvoir acheter un appartement. Mais ne nous faisons pas d'illusions trop vite. Mais je savais que tu allais être le bon. Quelque part, cette phrase paraît un peu cliché. On le sait quand c'est le bon. Mais là, je l'ai vraiment su. Je savais que tu étais celui avec qui j'allais quitter ce lycée, avec qui j'allais avoir mon diplôme, et avec qui on allait acheter un appartement ensemble. Et tu étais cet homme. Tu étais ce jeune garçon, avec qui je dormais tous les soirs, et auquel je pouvais sentir son ventre et son cœur palpiter, et sa respiration lente lorsqu'il s'endormait près de moi.